Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Magdalena Hrozinkova. Historienne de l'art et conservatrice en République tchèque puis en France, Markéta Teinhardt est maître de conférences HDR à la Sorbonne, spécialiste de l'œuvre du grand peintre tchèque František Kupka. Elle était l'une des commissaires de sa rétrospective à succès organisée en 2018 à Paris. Markéta Teinhardt, bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous devenue historienne de l'art ? J'ai étudié l'histoire de l'art à l'université Charles, à la Filozofická fakulta. Et puis, j'ai travaillé à la Galerie nationale de Prague, j'étais conservatrice. C'était une époque assez intéressante de ma vie. J'ai commencé à comprendre le métier des conservateurs. Et je dois dire que c'est un métier qui me fascine toujours, même si je ne l'exerce plus. Et pourquoi ce métier de conservateur vous fascine tant ? Me fascine parce que on a vraiment un contact direct avec les œuvres d'art. Je ne veux pas dire qu'on peut le toucher, il faut pas, bien sûr. De nos jours, il faut porter des gants blancs, n'est-ce pas, et surtout pas les œuvres graphiques. Donc voilà, mais on peut le voir, on peut se faire ses propres idées. Et on est ainsi aussi une sorte de créateur lorsqu'il s'agit des expositions. Ce qui est aussi très intéressant dans le métier des conservateurs, si c'est un conservateur qui respecte donc ses devoirs, alors c'est aussi donc la recherche de l'histoire des objets. Donc l'historique, d'où vient cette œuvre, comment cette œuvre est arrivée donc dans les collections du musée, de l'édit musée, n'est-ce pas? Parfois c'est très... C'est une aventure. C'est une aventure, oui. Un travail de détective, si vous voulez. Hein. Et vous êtes très contente lorsque vous allez trouver dans les archives une mention qui vous éclaircit, qui vous mène ailleurs. C'est de petites trouvailles. J'aime ce principe de petites trouvailles. Puisque vous parlez du travail de détective qu'effectue donc un conservateur, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'une recherche que vous avez effectuée qui a été liée au peintre František Kupka dont vous vous occupez pendant toute votre vie professionnelle? Donc, est-ce que vous avez vécu des aventures avec lui ? Ah oui, j'ai vécu beaucoup d'aventures avec lui, mais lui, il est un artiste très complexe et ce que je fais surtout, c'est d'abord de m'occuper de l'œuvre moins connue ou voire non existant de František Kupka à l'époque de ses études et puis de son séjour à Vienne, par exemple. J'ai dû constater en lisant les critiques de l'époque, les critiques viennoises, qu'il a été déjà à Vienne. Il a été un artiste énormément célèbre, dont on a discuté. Hein. Et donc ça m'a ouvert beaucoup de perspectives de comprendre cette personnalité. Donc il était très jeune à l'époque, mais un artiste vraiment discuté, alors qu'il a eu ses chances. Et donc ça m'a fait beaucoup de plaisir, ça m'a beaucoup intéressé de pouvoir reconstruire cette époque d'où on connaît très très peu d'œuvres. Et pourriez-vous rappeler quel était son rapport à la France et quand il était en France, est-ce qu'il était un grand patriote pendant toute sa vie, quel était son rapport à la Tchécoslovaquie? František Kupka était tchèque, voilà, c'est la première chose.
il n'a jamais nié qu'il était tchèque, même lorsqu'il était à Vienne. Alors il était aussi autrichien, comme tout le monde, tout tchèque de l'époque. J'ai vu sa carte de séjour française de l'époque et c'était écrit alors František Kupka, Bohème, sujet austro-hongrois. Donc c'était sa carte de séjour que tout étranger a dû avoir, et moi aussi. Donc voilà, lorsqu'il a quitté Vienne, on ne le voit pas exactement, mais il a renoué ou refait ou continué ou fait connaissance, je ne sais pas, d'autres Tchèques. Donc d'abord il était à Paris, il était dans la jusqu'à Beseda, il a connu des peintres qui étaient assez nombreux à cette époque-là, qui étaient à Paris. Donc il a connu le milieu tchèque. Il va devenir aussi membre de l'association Manes, donc autour de 1900 je crois, et avec eux il va aussi exposer. Ici à Paris il va exposer dans des salons d'abord, puis à l'exposition universelle de 1900, mais là il va exposer en tant que tchèque dans la sous-section tchèque du pavillon autrichien. Voilà, donc il va continuer d'exposer dans des salons plutôt réputés d'être modernistes. František Kupka a eu je pense qu'il a eu une très bonne relation avec la France. Il a déménagé de Vienne, il a déménagé en France. Comme il écrit, à Vienne c'était un cauchemar. Maintenant, je vois que le soleil me vient à nouveau. Il a commencé à s'intéresser beaucoup à la Révolution française, l'histoire française. Mais il faut dire qu'il n'est jamais devenu citoyen français. Il est toujours resté avec sa nationalité, et donc lorsque vient 1914, il s'inscrit très rapidement dans la Légion étrangère, donc pour se battre à côté comme beaucoup d'autres artistes, se battre à côté de la France. Et là il a donc c'est une très longue histoire de ses activités bien sûr, mais voilà, donc il a des mérites bien sûr, et il rentre donc, si vous voulez, si on peut le dire ainsi, il rentre à Prague avec l'armée française, donc en tant que légionnaire. Il travaille pour l'État. Déjà avant, il a travaillé dans ces cadres-là. Il a fait des illustrations pour le bulletin tchécoslave, je crois, ça s'appelait comme ça. Et lorsqu'il rentre donc à Prague, il va travailler pour le ministère de la Défense, nouveau ministère de la Défense. Il va désigner des uniformes, des médailles, voilà, et il va travailler pour le Památník osvobození, donc le mémorial de la libération. Donc, mais très rapidement, il a hâte de rentrer à Paris. Donc à l'époque à Puteaux, parce qu'il n'habitait plus à Paris, mais près de Paris. Et il participe dès 1919 à nouveau au salon. Comment êtes-vous venu à Kupka en fait? Comment vous avez commencé à vous intéresser à lui? À vrai dire, il m'a toujours intéressé dès mon petite enfance, je dois dire. Surtout, ce qui m'a intéressé à l'époque, alors on est pubère, n'est-ce pas? Alors surtout que ça doit être moderne et inventif, quelque chose de nouveau. Donc j'avais encore cette
cette vision donc et donc Kupka était le premier pour moi, le premier qui a osé de faire une œuvre d'art non figurative, 2 œuvres d'art. Donc là, j'ai vraiment... Ce qui est incompréhensible ou difficile d'aborder pour beaucoup de gens, l'art non figuratif, et ça vous a... Ça m'a beaucoup attiré. Ça m'a beaucoup attiré. Je ne peux pas dire plus, mais donc je n'ai pas eu beaucoup de compréhension pour le 19e siècle, par exemple, qui me laissait froide. Et je me rappelle, vous voyez, peut-être à 12 ans, 13 ans à peu près, je me rappelle, avec une camarade de classe qu'on a discuté. Elle a été très pro Manes, Joseph. Et moi, je dis, ah non, c'est pas le plus grand, c'est Kupka. Alors, je me souviens de ça. Comme aujourd'hui, c'est un petit souvenir de l'enfance. Et donc, mais finalement, mon destin m'a mené au 19e siècle, ce qui n'est pas anodin, parce que j'étudiais à une époque où le 19e siècle est devenu à nouveau actuel. Il a fallu faire une sorte de révision de ce qu'on pensait de l'art du 19e siècle. Vraiment, révision radicale. Et ça s'est passé partout. C'était un phénomène dans l'historiographie. C'est un phénomène dans tous les pays. Oui, en France aussi. Et puisque donc je travaillais après, donc comme je vous ai dit, j'ai travaillé à la Galerie nationale. On a eu donc la chance d'accueillir une exposition du musée d'Orsay, mais avant que le musée d'Orsay soit inauguré. Donc la politique du musée d'Orsay était de montrer, avant que les œuvres soient fixées, vraiment dans les accrochages définitifs, donc de faire un tour. Et donc on était là à Prague, la Galerie nationale, avec Berlin, Berlin-Est. On était donc ceux qui ont pu recevoir. Cette exposition s'appelait Décourbée à Cézanne, et elle a été donc organisée par plusieurs conservateurs de ce qui va devenir musée d'Orsay. Et notamment, je me rappelle, elle est toujours mon amie, alors surtout de Madame Geneviève Lacambre, qui était conservateur, donc d'abord au Louvre, après donc au musée d'Orsay, et qui était l'une de chercheurs conservatrices qui ont travaillé dans le cadre de cette révision de l'art du 19e siècle. Donc, je le savais avant aussi, mais de la voir vraiment à l'action, donc c'était pour moi absolument formidable. Et voilà, donc je suis entré dans le 19e siècle déjà. Pas pendant mes études, mais quand même là, c'était quelque chose. Hein. On dit Décourbé à Cézanne, mais c'est deux noms donc modernistes, si vous voulez, attirants, mais d'un grand attrait. Mais à l'intérieur de l'exposition, on a pu voir aussi d'autres. Alors d'autres, donc négligés par l'histoire et négligés par cette idée avant-gardiste. Donc ceux on a appelé donc à l'époque et après encore les pompiers. Comment vous vous êtes retrouvé à Paris? Comment a commencé votre carrière d'historienne de l'art à Paris? À Paris, oui. Donc je suis à Paris. Alors je dois aller dire. Alors pour des raisons personnelles, alors mariage, n'est-ce pas? Donc j'ai fait connaissance de mon mari déjà donc à Prague. C'était dans les années 70 et avec ça commençait aussi mon combat. Hein. Donc c'était pas facile. Alors si j'ai choisi par respect donc aussi de ma famille qui aurait pu avoir des problèmes,
si je choisirais le chemin de l'émigration. Donc là, par mariage, c'était un Donc peu c'était autre. encore avant la révolution de velours. Oui, tout à fait. Mais c'était un long chemin parce que le barrière administratif était terrible. Alors là, ça a duré des années avant que ce soit réglé. Et donc, alors d'abord le mariage en soi, et puis en fait cette émigration. Ça a duré et j'étais vraiment ça a abouti 89 tous ces procès, et après il n'y avait plus besoin de tous ces obstacles. Alors c'était la chance. Et professionnellement, donc voilà. Comment ça s'est passé pour vous J'ai toujours maintenu mes contacts avec Prague, toujours et jusqu'à maintenant, avec mes collègues qui sont aussi des amis, c'est ma famille à Prague, et donc j'ai toujours participé à des projets pragois. Alors oui, professionnellement, c'était une période pour moi très difficile, donc j'étais vraiment content d'avoir encore toutes ces connexions qui m'ont forcé de continuer la recherche, etc. Ça oui, mais quant à l'insertion dans la vie professionnelle à Paris, c'était vraiment difficile, et c'est vrai à cette époque-là, c'était encore comme ça, des étrangers n'ont pas pu accéder à des fonctions de la conservation. Donc pour moi, c'était exclu. Je ne pouvais pas travailler dans un musée. C'était une courte période encore. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais donc avant la construction européenne, vraiment, donc là, donc c'était pas possible. Ce qui était possible, donc c'était les universités, et donc là, je commençais à participer à des concours, je voyageais partout, j'ai déposé mes candidatures, donc jusqu'à que ça a marché un jour, mais c'était une époque de combattante et de travail dur, hein, donc quand même. Alors aussi en ce qui concerne la langue, n'est-ce pas, donc c'est pas évident, hein, tout ça. Oui. Puisque vous enseignez l'art d'Europe centrale à la Sorbonne, quelle place occupe dans votre enseignement l'art tchèque ? Dans mes cours, l'art tchèque occupe une place vraiment d'excellence. Alors parfois il m'arrive de ne parler que de ça. Et après j'ai honte que je devrais aussi parler d'autres choses et pas toujours de tchèque, mais bon. Et je le fais aussi, mais en tout cas c'est privilégié. Donc je pense que l'art tchèque est toujours à découvrir pour le public français. Vous voyez, avec Kupka, je pense qu'il y a eu un certain succès. Cette exposition a eu comme, mais il y en avait déjà d'autres, au Grand Palais, oui, 18, et même l'exposition antérieure, grande exposition, c'était au musée d'art moderne de la ville de Paris. On a eu un bon écho, cette fois-ci encore un meilleur écho, mais est-ce parce que c'est en tchèque, ou parce que je ne pense pas que on est vraiment conscient du fait qu'il s'agit d'un artiste tchèque. Oui, on le sait, mais c'est l'intérêt de cette œuvre qu'on découvre de plus en plus, et qui peut-être correspond aussi à des ambitions contemporaines. Donc c'est toujours très nécessaire, sinon une exposition n'a pas de succès s'il n'y a pas de lien contemporain, si on n'a pas cette sensibilité. La période contemporaine n'a pas cette sensibilité. Donc ça dépend de la situation actuelle, de la façon de penser art actuellement aussi. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.